Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Nous vous proposons de revoir une interview d'Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School. Il y a quelques temps, on essayait de savoir si ISR et performance peuvent aller de pair. L'ESG peut-il vraiment être performant ou est-ce plutôt un mirage que font miroiter les fonds? Alexandre Garel avait répondu à toutes ces questions sur notre plateau. Ensuite, dans Enjeu patrimoine, on va se poser ensemble une grande question. Peut-on déshériter ses enfants? Évidemment, ce n'est pas conventionnel, voire immoral et illégal. En France, les enfants sont protégés par la loi des héritiers réservataires, ce qui veut dire que théoriquement, on ne peut pas les déshériter, mais nous allons voir que certains mécanismes peuvent quand même le permettre. Pour répondre à cette question, Gwenola Devalet, notaire associée du service droit patrimonial de la famille chez Haussmann Notaire, et Anaëlle Habitant Azoulay, avocate en droit de la famille au sein du cabinet Darmon Avocats et Associés, seront nos invités. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on se retrouve tout de suite dans Investir responsable, notre rendez-vous dédié à la finance verte, responsable ou à impact dans Smart Patrimoine. Nous vous proposons aujourd'hui de revisionner une interview d'Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School. La question qui nous animait était de savoir si ISR et performance peuvent aller de pair ou sont un mirage à long terme. Quand on parle d'investissement socialement responsable, on parle de la prise en compte de critères autres que les critères financiers, c'est-à-dire les critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qui sont, eux, extra-financiers. Est-ce que ces critères dégradent la rentabilité des fonds? Est-ce qu'il est vraiment possible de concilier rentabilité et performance et éthique? Alexandre Garel commençait par nous rappeler comment se manifestent les investissements responsables. Regardez. Eh bien, tout à chacun, que ce soit via l'épargne salariale, son plan épargne retraite ou les produits d'assurance vie, on va être amené à être confronté à des produits responsables, puisque d'après la loi Pacte, votre intermédiaire financier doit vous proposer au moins un produit d'investissement responsable. Donc c'est la façon dont ça se manifeste et ça peut prendre plusieurs formes. Quelles sont les grandes catégories quand on parle d'ISR ? Alors vous avez les fonds ESG, donc qui utilisent des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance pour surpondérer certaines actions dans leur portefeuille. Vous avez des fonds d'exclusion qui vont sortir du portefeuille des secteurs UG non responsables. Vous avez des fonds plus thématiques qui, par exemple, vont investir dans les entreprises bas carbone. Et vous avez aussi des fonds à impact qui vont délivrer de la performance extra-financière mesurable. Et vous avez même des fonds solidaires où un pourcentage de l'argent qui est dans le fonds va être consacré à des structures solidaires qui ont pour but, par exemple, la réinsertion sociale, mais pas de délivrer du rendement. Est-ce que vous pourriez nous redéfinir la notion de performance en finance, Alexandre ? C'est très important pour pouvoir parler de la performance des fonds responsables. Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez classique. Ce qui importe pour un portefeuille, c'est le couple rendement-risque. Donc, on cherche à avoir le plus grand rendement possible pour un risque le plus faible possible. Et typiquement, une façon d'y parvenir, c'est d'avoir un portefeuille très diversifié. Donc, à l'échelle française, c'est d'investir dans l'ensemble des actions disponibles sur le marché français. On va obtenir le rendement moyen de ce marché pour un risque minime, puisqu'on va éliminer les risques spécifiques à certains secteurs ou certaines entreprises. On sera seulement exposé au risque de marché. Donc, la performance d'un fonds responsable qui va dévier de ce marché total, qui va faire des choix en favorisant plutôt certaines actions et en changeant les pondérations, cette performance, elle doit s'évaluer par rapport à cet indice de référence. Est-ce qu'on fait mieux, pareil ou moins bien ? Un autre critère, autre que la performance d'un indice de référence qu'il faut prendre en compte dans le raisonnement, c'est les frais de gestion. Lorsque vous faites une stratégie responsable, vous avez davantage de frais de gestion, généralement, ce qui s'explique, parce que vous devez faire un effort de repérer les actions qui ont des meilleures performances extra-financières. Vous avez des efforts, une activité qui est consacrée à la constitution de ce portefeuille. Donc, quand on parle de la performance d'un fonds responsable, elle est à penser par rapport à la performance de l'indice de référence, simplement investir dans tout le marché. Et il faut prendre en compte les frais de gestion. Voilà, donc net des frais de gestion. Et quels sont les grands facteurs qui déterminent si les fonds ISR peuvent surperformer, Alexandre ? Alors, il y a au moins 5 forces. J'aurai peut-être l'occasion de les détailler par la suite. La première, c'est, comme je viens de le dire, on va s'écarter de la meilleure diversification possible. On ne va pas avoir toutes les actions du marché, mais seulement un sous-secteur. Comme vous êtes moins diversifié, normalement, le couple rendement-risque devrait être moins bon. Donc là, c'est plutôt une sous-performance par rapport à l'indice qu'on va attendre.
Une autre vision, c'est quand vous faites de l'investissement responsable, vous pouvez vouloir dégager de la performance extra-financière. Et dès l'instant que vous vous écartez de l'objectif de maximiser la performance financière, pour pouvoir dégager de la performance extra-financière, encore une fois, l'attendu, c'est plutôt une sous-performance stricto sensus pour l'aspect financier. Ensuite, vous avez des facteurs qui peuvent laisser à penser que vous aurez une meilleure performance que l'indice. Il y en a un qui est la prise de risque. On peut imaginer que si vous avez dans votre portefeuille seulement des entreprises responsables, elles sont moins exposées à des risques grandissants, des risques environnementaux, des risques de changement de régulation, des risques de réputation, de controverses en termes de gouvernance de l'entreprise, en termes de bien-être des salariés. Voilà, votre portefeuille, potentiellement, il est moins exposé à ces risques. Donc, si vous maintenez un rendement égal à l'indice de référence, vous aurez moins de risques, vous avez un meilleur rendement risque que l'indice, donc une surperformance. Et vous avez au moins deux autres critères qui sont vous êtes plus résilient en temps de crise, parce que comme vous êtes une entreprise responsable et comme vous avez un portefeuille d'entreprises responsables, vous avez plutôt des investisseurs de long terme, vous avez plutôt des clients plus fidèles, des fournisseurs plus fidèles, des employés plus fidèles. Donc en temps de crise, vous devriez avoir une chute moins forte du cours de bourse. C'est un autre argument. Et le dernier, c'est les fondamentaux. L'idée, c'est que quand on fait des paris sur les critères extra-financiers, fondamentalement, on va choisir des entreprises qui ont des meilleurs fondamentaux. Un exemple, ça peut être la capacité par rapport aux concurrents, à créer des produits et services responsables les premiers, ce qui va permettre de capter une clientèle, d'avoir des produits avec des marges plus fortes sur ce nouveau secteur des produits responsables. C'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que l'ISR réduit, selon vous, les opportunités d'investissement? Les critères ESG, est-ce qu'ils peuvent constituer un frein à la rentabilité, Alexandre? Ça, c'est une très bonne question. C'est la question de la composition d'un portefeuille responsable. Donc mécaniquement, si on suit une logique qui surpondère des entreprises avec des bonnes notations extra-financières ou qui exclut des secteurs non responsables, on va se retrouver avec une composition spécifique qui n'est pas celle du marché. Et donc une façon de comprendre la performance de ce portefeuille spécifique, c'est de comprendre en quoi il diverge de l'indice de référence et en quoi cette divergence peut expliquer la performance. Donc typiquement aujourd'hui, un fonds responsable, dans les années précédentes, il avait plus de valeur technologique et plus de valeur dite de croissance. Donc c'est des entreprises qui ont une forte valeur de marché par rapport à leurs fondamentaux. Et aussi, les fonds responsables tendent à avoir moins de pétrolières, moins d'industries lourdes, et moins de titres de valeur, c'est-à-dire de titres dont la valeur de marché est faible par rapport aux fondamentaux. Une fois qu'on a compris ça, on peut expliquer beaucoup de la performance passée observée des fonds responsables. Pendant le Covid, ces fonds-là vont plutôt surperformer. Pourquoi? Parce que les valeurs technologiques surperformaient. Et par contre, par exemple, l'aviation sous-performait. Et l'aviation tend à être moins représentée dans les fonds responsables. Et récemment, par contre, on comprend très bien la moindre performance des fonds responsables. Pourquoi? Au moins 3 critères. Explosion de la bulle technologique, valorisation à la hausse de l'armement, qui est souvent exclue, et bien sûr, valorisation à la hausse des pétrolières et des gazières, qui aussi tendent à être plus exclues ou moins pondérées dans les portefeuilles responsables. Donc en fait, à partir de la composition qui est spécifique à ces fonds responsables et des divergences par rapport à l'indice de référence, on peut comprendre les écarts de performance observés. Vous parliez de surperformance il y a un instant. Est-ce qu'on peut générer de la surperformance en investissant dans des thématiques ESG? Voilà, donc là, outre les effets de composition, c'est la croyance que fondamentalement, les entreprises qui ont des meilleures notes extra-financières seraient meilleures que celles qui ont des moins bonnes notes extra-financières. Et donc là, on revient au point que j'ai mentionné brièvement auparavant. Il y a la notion de risque. Voilà, typiquement, est-ce que si aujourd'hui j'ai un portefeuille responsable, j'ai vraiment des entreprises où il y a un moindre risque d'action illégale, de corruption, de violation des droits humains, de mauvais management des employés, de management toxique, de harcèlement. Voilà, c'est ça qu'il faut définir. Et si c'est vraiment le cas, ce pari il peut être gagnant dans une société où ces risques sont grandissants et le marché réagit de plus en plus négativement à l'apparition d'une controverse environnementale ou sociale dans une entreprise. Donc ça, c'est un des points. Les autres points, c'est la résilience pendant les crises. Ça a été observé pendant la crise des subprimes. Les portefeuilles responsables ont mieux performé à ce moment-là. Pendant la période du Covid, on a aussi une meilleure performance relative des fonds responsables, notamment ceux qui ont une grande dimension environnementale. Maintenant, dans la crise actuelle, qu'il soit de l'inflation ou de la guerre en Ukraine, on ne l'observe pas. Donc cette résilience pendant les crises, elle semble quand même être spécifique à 2 crises par rapport aux 3 que je viens de mentionner. Et enfin, il y a l'idée qu'intrinsèquement, une entreprise qui est responsable, qui fait des services et des produits responsables, donc on va vraiment jusqu'au bout de la démarche, elle va capter un marché qui est grandissant par rapport à ses concurrents, et donc sur le long terme, elle va faire plus de profit.
Mais encore une fois, ce qui est sous-jacent à cet argument, c'est qu'il y a une vraie démarche responsable. Donc on va au-delà de la note, il faut vraiment qu'il y ait une démarche qui se traduise par des produits et des services spécifiques. Et devrait-on plutôt s'attendre à sacrifier un rendement financier pour un rendement extra-financier alors ? Mais ça, c'est un peu l'origine quand même de la démarche de la finance durable. C'est l'idée que si on a des clients et des investisseurs qui, outre du rendement financier, veulent du rendement extra-financier, on va pouvoir, par la finance, transformer les comportements et récompenser les comportements vertueux. Mais dès l'instant que vous avez un fonds, typiquement un fonds à impact, qui délivre de la performance extra-financière, c'est-à-dire un bénéfice environnemental ou social quantifiable, donc une réduction d'émissions données, un nombre d'emplois locaux préservés, par exemple, il est évident que si vos entreprises ont fait un effort pour atteindre ces objectifs-là, elles n'ont pas consacré cet argent pour maximiser le profit. Donc, nécessairement, si vous voulez un rendement extra-financier, ça va être au prix d'un rendement financier. Donc là, c'est l'idée que si on va jusqu'en boutiste et vraiment voir des résultats, nécessairement, vous allez accepter, et c'est aussi le but de la démarche, un moindre rendement financier. Et vous le retrouvez, par exemple, sur les obligations vertes et sur les obligations soutenables. En tant que prêteur, vous allez avoir un moindre rendement de votre capital, parce que soit il est fléché vers un projet vert, soit il est conditionné à l'atteinte d'objectifs environnementaux ou sociaux. Alors pour conclure, Alexandre, et selon vous, est-ce que l'ESG peut-il vraiment être performant ? Alors avec tout ce que j'ai dit, on voit bien que la réponse qui ne va pas forcément vous satisfaire, c'est que ça dépend de la catégorie de fonds, ça dépend si on veut qu'il y ait une vraie performance extra-financière qui aille de pair avec notre investissement, et ça dépend surtout des paris qu'on fait sur le long terme. C'est-à-dire que si, encore une fois, on a une approche qui exclut les entreprises qui ont une forte empreinte carbone, le pari implicite, c'est qu'un jour, les actifs fossiles vont être très fortement dévalorisés parce que la régulation adviendra, parce que sociétalement, ce ne sera plus possible d'avoir ces actifs fossiles. Mais c'est le pari qu'on fait. Donc l'idée, pour avoir une vision sur la performance de long terme, c'est d'expliciter les paris de long terme que l'on fait. Et voilà, c'était Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School, qui revenait sur le plateau de Smart Patrimoine sur cette grande question, ISR et performance sont-ils un mirage à long terme ? Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et aujourd'hui, la question qui nous anime, c'est peut-on déshériter ses enfants ? Évidemment, déshériter ses enfants n'est pas conventionnel, voire même complètement immoral ou illégal. En France, les enfants sont protégés par ce qu'on appelle la réserve héréditaire, ce qui veut dire que théoriquement, on ne peut pas les déshériter. Mais nous allons ensemble passer en revue les différents mécanismes légaux en droit français qui permettraient quand même d'enlever ses enfants de son testament, avec Gwenola Devalet, notaire associé du service droit patrimonial de la famille au sein du cabinet Haussmann Notaire. Bonjour. Bonjour. Et avec Anaëlle Habitant-Azoulay, avocate en droit de la famille au sein du cabinet Darmon Avocats et Associés. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, Anaëlle Habitant-Azoulay, est-ce que concrètement je peux écrire dans mon testament « Je souhaite déshériter mon fils ou ma fille » ? Alors, dans l'absolu, oui, parce qu'on a une liberté testamentaire et puis on a une liberté de rédaction surtout. Et sous votre contrôle, maître, on a également énormément de testaments qui sont rédigés en la forme holographe. Donc, très souvent, sauf pour les plus précautionneux, sans qu'il y ait de conseil ou d'assistance préalable par un professionnel du droit. Donc, quelqu'un de tout à fait profane peut parfaitement insérer une telle clause. La question va surtout se poser de savoir quel est l'effet qui va découler d'une telle clause au moment de l'ouverture de la succession. Et la réponse, en France en tout cas, est qu'elle n'aura visiblement pas d'effet, puisqu'on ne peut pas déshériter un enfant en France, puisqu'on a le mécanisme, le garde-fou, finalement, de la réserve héréditaire, qui vient consacrer une quote-part minimale du patrimoine qui est attribuée de droit aux enfants. Donc on va redéfinir tout à l'heure la réserve héréditaire, la quotité disponible, etc. Juste avant, Gwenola Devalet, vous qui êtes notaire, si jamais vous voyez je souhaite déshériter mon fils ou ma fille dans un testament, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que c'est possible d'invalider ce testament ? Alors, ce testament sera réputé non écrit. Je ne pourrai pas faire exécuter les dispositions testamentaires, puisque, comme l'a dit Anaëlle, effectivement, je devrais considérer que cet enfant ne peut recevoir moins que sa part de réserve héréditaire. Donc, je ne pourrai pas l'exécuter dans le cadre de la succession.
Donc, vous avez fait un petit graphique, donc ça va être l'occasion pour nous de redéfinir les termes réserve héréditaire et quotité disponible. Donc, selon le nombre d'enfants dans la fratrie, est-ce que vous pourriez, Gwenola de Vallée, nous détailler ce qu'est la réserve héréditaire et ensuite ce qu'est la quotité disponible? Alors, la réserve héréditaire, c'est la part octroyée aux descendants dans la succession du défunt. Si le défunt laisse un héritier, la réserve héréditaire est de la moitié de sa succession. Si le défunt laisse 2 héritiers, la réserve héréditaire est des 2/3 de sa succession. Et si le défunt laisse 3 héritiers ou plus, la réserve héréditaire représente les 3/4 de la succession. Donc la réserve héréditaire ne reprend pas l'intégralité du patrimoine du défunt. Le reste, c'est la quotité disponible. Donc si le défunt laisse un enfant, la quotité disponible est de la moitié. Si le défunt laisse 2 enfants, la quotité disponible est d'1/3. Et si le défunt laisse 3 enfants et plus, la quotité disponible est d'1/4. Donc je vous propose qu'on parte sur le cas d'une succession avec plusieurs enfants. Si on ne peut pas déshériter à proprement parler, on peut peut-être favoriser l'un ou plusieurs des enfants au détriment de l'autre. Anaëlle, habitant Azoulay. Oui, alors on peut parfaitement favoriser un ou plusieurs enfants au détriment des autres, soit par des donations qui sont faites entre vifs, hors part successorale pour ne pas que ce soit rapportable, ou dans le cadre de succession, par la rédaction d'un testament. Il faut toujours garder à l'esprit qu'on a cette réserve héréditaire qui, comme l'expliquait notre cher maître, ne peut pas être finalement absorbée par ces libéralités-là et donc les expose à un risque de réduction si toutefois on s'apercevait que la réserve héréditaire était absorbée soit pour partie, soit totalement. C'est une action qui est ouverte aux héritiers qui s'estiment lésés et qui vise finalement à les réintégrer ou à obtenir une indemnité de réduction en fonction des tiers à qui elles sont consenties. Vous êtes d'accord, Gwenola? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce que, si on imagine, Gwenola de Vallée, qu'une personne qui souhaite déshériter ses enfants souscrive une assurance vie et que, du coup, elle ne mette pas ses enfants dans les bénéficiaires, qu'est-ce qui se passerait lors de la succession ? Alors tout d'abord, le souscripteur a la liberté de choisir le bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. C'est l'article L132-12 du Code des assurances qui prévoit que les contrats d'assurance vie sont hors succession. Donc ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Bien sûr, il y a des garde-fous, c'est-à-dire qu'une personne qui souscrirait un contrat et injecterait 95% par exemple de son patrimoine et qu'il n'y aurait plus rien au moment au moment de la souscription, il s'expose à ce que les enfants intentent une action puisque ils pourraient considérer que les primes sont manifestement excessives et demander la réintégration pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Donc ça, c'est s'ils ne sont pas bénéficiaires sur l'assurance vie. Exactement. Anaëlle, habitant Azoulay, si jamais la personne donne tout son argent à des associations, par exemple de son vivant, s'il ne reste plus rien à léguer, est-ce que l'enfant, il est de fait déshérité ? De fait, oui, mais il est protégé néanmoins par sa réserve héréditaire et donc l'action en réduction lui est ouverte, même à l'égard d'une association, en sachant que de toute façon, toutes les donations qui sont consenties à des associations sont forcément enregistrées, donc très facilement retraçables. Et en fait, ce qui va se passer au moment du décès, c'est qu'on va reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il existe au jour du décès et tel qu'il aurait existé si ces donations n'avaient pas été consenties, pour pouvoir calculer d'une part la réserve héréditaire des enfants sur ce patrimoine et d'autre part la quotité disponible. Et si on s'aperçoit qu'on n'est pas dans les proportions légalement prévues, à ce moment-là, une association est susceptible de devoir verser une indemnité de réduction au profit des héritiers lésés. Donc en fait, ça deviendrait la réserve héréditaire qui leur reviendrait de droit pour la succession. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de tels cas Pas directement vis-à-vis des associations, mais à l'égard de tiers, oui, très souvent, surtout quand on est dans le cadre de familles recomposées et qu'on cherche à protéger notamment le conjoint survivant. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Parce que comment ça se passe dans le cadre de familles recomposées, justement, avec d'autres enfants et un autre conjoint ? Alors, le conjoint survivant a de toute façon des droits concurrents qui sont protégés par la loi et il intervient finalement en indivision très souvent avec les enfants issus soit du deuxième lit, soit du premier lit. Mais il peut arriver que le défunt veuille de son vivant accorder les protections, les droits les plus larges finalement à son conjoint survivant et se méprenne un petit peu sur ses facultés eu égard à la quotité disponible dont il dispose. Donc c'est toujours le même système qui est l'action en réduction.
D'accord. Gwenola de Valais, est-ce qu'on peut utiliser le présent d'usage pour faire un cadeau pendant le vivant à un enfant plutôt qu'à un autre pour donc en favoriser un ? Oui, tout à fait. Le présent d'usage, alors c'est un outil qui est assez efficace puisqu'il ne rentre pas, sous réserve de respecter certaines conditions, dans le cadre des donations. Donc c'est un cadeau qui est réalisé généralement à l'occasion d'un événement particulier, familial ou social, fiançailles, anniversaire, l'obtention d'un diplôme par exemple, et puis on fait un cadeau à une date bien déterminée à un de ses enfants, et ça ne rentre pas dans le cadre des donations, donc ce n'est pas rapportable à la succession. Comme l'a indiqué Anaëlle, on n'en tient pas compte au moment du règlement de la succession. Ce n'est pas réductible, c'est-à-dire qu'on n'a pas à indemniser ses cohéritiers au titre des cadeaux que l'on a reçus. Et ça ne rentre pas en compte fiscalement dans le calcul de l'abattement dont dispose chaque enfant. Le plus connu, c'est celui de 100 000 euros qui se reconstitue tous les 15 ans. Vous souhaitez réagir, Anaëlle ? Non, c'est exactement ça. D'accord. Est-ce qu'on peut... Alors, on a parlé donc du présent d'usage, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, les mécanismes de donation du vivant. Vous avez d'autres exemples de donation pour favoriser un des enfants, Gwenola de Valais ? On pourrait envisager qu'une personne souhaite léguer à l'un de ses enfants la quotité disponible. Comme ça, la réserve serait préservée, mais ce serait un moyen d'avantager un des enfants. Par exemple, vous avez 2 enfants, chaque enfant a le droit à 1/3 au titre de la réserve héréditaire et pourrait ensuite recevoir 1/3 au titre de la quotité disponible. Je vous propose qu'on parle un petit peu du viager qui pourrait être utilisé comme une technique pour déshériter volontairement son fils ou sa fille. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, Anaëlle, habitant Azoulay, le viager, comment ça fonctionne et dans quel cas ça pourrait déshériter du coup son enfant ? Oui, alors le viager, c'est une vente qui va intervenir donc du vivant du défunt au profit d'un tiers. Alors on peut distinguer un viager libre dans lequel il va céder finalement tous ses droits et le transfert de propriété finalement va opérer dès l'instant où le viager est signé, ou un viager occupé, auquel cas il va y avoir un démembrement de propriété, c'est-à-dire qu'il va conserver dans ce cas un droit d'usage et d'habitation sur le bien à titre viager, donc jusqu'à son décès. Et finalement, la nue propriété sera attribuée à l'acquéreur. Et ce n'est finalement qu'au jour du décès que usufruit et pleine propriété finalement vont se réunir sur la tête de l'acquéreur. Et donc, le patrimoine du défunt ne sera pas constitué du bien qui a été cédé en viager. Donc, finalement, c'est un moyen un petit peu caché de pouvoir contourner cette interdiction aujourd'hui légale qui est de déshériter un enfant, puisque le patrimoine va être vidé de sa substance en ce qui concerne le bien cédé à titre de viager. Ça veut dire qu'en fait, si on a un seul bien immobilier et qu'on le met en vente en viager, là, il n'y aura plus rien pour le reste des enfants, en fait, Gwenola de Valais. Effectivement, la personne qui cède son bien en viager n'a aucune obligation de faire intervenir ses enfants à cette vente, de demander leur autorisation. Il y a quand même des critères qui sont très importants dans le viager. Tout d'abord, la personne qui cède doit avoir toutes ses capacités mentales et intellectuelles pour le faire. Donc, c'est-à-dire ne pas être, par exemple, sous tutelle ou sous curatelle, pardon. Et il y a un caractère très important qui est le caractère imprévisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas spéculer sur une opération en viager si on a connaissance, par exemple, que la personne est très malade ou que elle va décéder très rapidement. J'aimerais bien aussi qu'on parle, Anaëlle, habitant Azoulay, d'un enfant qui serait jugé indigne. Comment un enfant est jugé indigne et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut déshériter cet enfant, Anaëlle, habitant Azoulay ? Oui, alors l'indignité successorale, c'est un procédé légal qui va effectivement conduire finalement un enfant à être déchu de tous ses droits en qualité d'héritier dans la succession d'un parent à l'égard de qui il aura commis des faits graves. Donc on a des cas d'indignité automatique qui sont listés à l'article 726 du Code civil notamment. Lorsqu'un enfant a été condamné en tant qu'auteur ou complice d'ailleurs à une peine criminelle, donc supérieure à 10 ans, pour avoir commis ou tenté de commettre un homicide à l'égard de son parent ou avoir commis des violences ayant entraîné la mort, peu importe son intention de la donner ou pas, il va être jugé comme indigne de façon automatique sans que les cohéritiers n'aient besoin de faire une quelconque formalité,
à part en justifier, forcément auprès du notaire, pour pouvoir lui retirer cette qualité. On a également des cas d'indignité facultative. Ce sont toujours des faits graves, mais qui le sont un petit peu moins. On parle notamment d'un faux témoignage ou d'une dénonciation calomnieuse ou d'une non-assistance à personne en danger, ou même encore d'une condamnation à une peine correctionnelle, donc inférieure à 10 ans, pour les mêmes faits dont je vous ai parlé. Toujours à l'égard de ses parents ? Toujours à l'égard du parent décédé. Et dans ce cas-là, c'est une indemnité facultative qui peut être invoquée par les cohéritiers devant le tribunal dans les 6 mois qui suivent le décès ou dans les 6 mois qui suivent la condamnation si celle-ci est postérieure. Est-ce que vous avez déjà accompagné des cas concrets, Anaëlle Habitant-Azoulay, d'enfants jugés indignes ? Alors, des procédures qui ont abouti à une indignité, non, parce que il y a également un tempérament qui est intéressant dans ce domaine-là. C'est que si le défunt, tout en ayant connaissance de ses agissements et d'une condamnation, souhaite quand même maintenir son enfant en qualité d'héritier, il a la possibilité de renoncer à se prévaloir de cette qualité, à l'indignité, et à le désigner expressément comme intégré à la succession. Même s'il est jugé indigne, le parent peut... Oui, sur les cas d'indignité facultative. Il peut le prévoir par testament, et d'ailleurs, je pense à une jurisprudence qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque. Alors, c'était le directeur de la concession Peugeot qui avait fait l'objet d'une tentative d'homicide par sa fille, qui a été condamnée à une peine correctionnelle, puisqu'elle avait été condamnée à 7 ans. Sa sœur avait invoqué justement l'indignité facultative. Les tribunaux, en première instance, lui ont donné raison. Et finalement, il y a une création prétorienne autour de ça, puisque la Cour d'appel a considéré que du fait du renouement des liens postérieurement entre le père et sa fille, il y avait une volonté implicite, puisqu'elle n'apparaissait pas dans un testament, mais une volonté implicite de maintenir sa fille en tant qu'héritier, et par conséquent, l'indignité n'a pas été prononcée à son égard. Et très très rapidement, pour finir, une question, Gwenola Devalet, partir vivre à l'étranger peut-il permettre de déshériter ses enfants, et dans quel pays c'est possible ? Alors oui et non. Oui, parce que effectivement, si une personne part vivre, par exemple, aux États-Unis, dans un autre des pays qu'on appelle de common law, États-Unis, Royaume-Uni, l'Australie sont les plus connus, cette personne résidant à l'étranger peut souhaiter soumettre sa succession à la loi étrangère, qui très souvent, dans ces pays-là, ne reconnaît pas la réserve héréditaire. Mais ça doit être organisé. Il y a des arrêts très connus qui ont retenu certains critères. Il faut notamment que l'installation soit assez ancienne, c'est-à-dire que si vous partez demain, vous vous installez, vous faites un testament aux États-Unis et que vous y êtes depuis 1 an, on va considérer que le délai est vraiment très court. Il faut que votre patrimoine et vos centres des intérêts financiers, économiques, familiaux soient situés dans ce pays-là. Et puis, il y a eu d'autres critères comme des décisions qui prenaient en compte la capacité, la situation financière des héritiers, en considérant que même en écartant des héritiers du règlement de la succession et ne leur attribuant aucun patrimoine, ils n'étaient pas lésés dans la mesure où ils ne restaient pas dans le dénuement. Merci beaucoup, Gwenola Devalet, notaire associée du service droit patrimonial de la famille au sein du cabinet Haussmann Notaire. Merci. Et merci beaucoup, Anaëlle Habitant-Azoulay, avocate en droit de la famille au sein du cabinet Darmon Avocats et Associés. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À bientôt.